10 € offerts et votre premier pari immédiatement remboursé en cash s'il est perdant, avec le lien en description. Elles sont toutes importantes, mais là on commence à arriver aux semaines déterminantes. Et les amis, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, nouvelle preview d'une semaine de Champions. C'est la J6, c'est la 6e semaine et c'est la dernière semaine de Ligue des Champions de l'année 2025. Il y a 5 matchs qui m'intéressent en particulier. Et on aura, à l'issue de cette semaine, on n'aura pas vraiment l'identité des qualifiés, mais on saura peut-être qui peut vraisemblablement, raisonnablement envisager le top 8 et qui doit commencer à se satisfaire et même peut-être aller accrocher une place top 24 pour le play-in. Pour l'instant, je dirais qu'on a un petit quintet, les 5 championnats majeurs très bien représentés avec Arsenal, 15 points, les seuls parfaits, 5 matchs, 5 victoires, peut-être la meilleure équipe d'Europe du début de saison. Ensuite, Paris, Bayern, Inter, Real, les 4 à 12. Derrière, un quintet pour compléter le top 10, un quintet à 10 points. Dortmund, Chelsea, Sporting, City, Atalanta. Qui finira top 8, qui finira top 24. Des premières indications sur ce mois de décembre. 5 matchs m'intéressent, dont on va faire la preview. Une assez rapide sur Bayern Sporting, et je vous explique pourquoi j'aurai un œil du côté de l'Allianz Arena, déjà parce que c'est demain 18h45. Donc pas trop en concurrence avec les autres matchs. Beaucoup de matchs cool demain parce que 21h, Barça, Eintracht est peut-être le match le plus explosif, prolifique depuis un moment. USG Marseille, l'Union Saint-Gilloise contre l'OM, énorme bataille pour le top 24, match critique, c'est aussi demain 21h. Et il sera en concurrence pour moi sur le visionnage avec Inter-Liverpool. J'ai pas encore choisi exactement, mais je pense que ces deux matchs seront analysés d'une manière ou d'une autre. Parce que cet Inter-Liverpool à Meazza, avec ce qui s'est passé du côté des Reds, il a pris encore un petit peu plus de saveur. Attention Arne Slot, attention Mossala, je ne sais pas comment ça va finir toute cette histoire, mais ça va être très très intéressant. Et bien sûr, mercredi soir, pas mal, Real City. J'ai mis un gros billet sur ce match et je vous en parle dans la 5e preview. Est-ce que vous pouvez deviner dans quel sens ? Oui, c'est les 5 rencontres qui m'intéressent, les codes que vous avez vus avec notamment ce City à 2,50. Elles sont disponibles sur Winamax et avec le lien en description, vous avez accès à la meilleure offre de bienvenue de France, l'offre spéciale Winamax Willou. Votre premier pari, s'il est perdant, est immédiatement remboursé et en cash jusqu'à 100 €. Et en plus de ça, à l'inscription, dès votre premier dépôt, vous recevez en plus 10 € supplémentaires tout de suite en cash aussi. Il y a également en ce moment, pour toute la saison, la garantie 2 buts d'écart sur Winamax. Si votre équipe mène par 2 buts, celle sur laquelle vous avez parié, elle mène par 2 buts à un moment dans le match, le pari est immédiatement payé. Donc pas de risque de remontada. Tout ça c'est accessible avec le lien en description qui me rémunère à chaque utilisation. Merci à ceux qui l'ont fait et à ceux qui le font si vous le faites toutefois. Soyez majeur, c'est évidemment interdit aux mineurs. Et en Champions, moi j'ai mis une pièce sur le match Real City. Je perds plus que je gagne, on perd plus qu'on gagne en paris sportif, en football en général. C'est parti pour mes pronos et la preview de ce qu'est un vrai choc top 8. Bayern 3e contre le Sporting 8e. Ça m'intéresse parce que est-ce que le Bayern rend un service à tout le monde en dégageant un petit peu le Sporting loin du top 8. Le Sporting fait un super début de campagne. Ils ont 3 victoires en 5 matchs contre le Kairat, l'OM, Bruges, un match nul contre la Juve. Ils avaient perdu contre Naples à Naples. Mais ce Sporting, c'est pas une véritable équipe top 8. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas encore joué les 2 équipes de Chapoin. Ils n'ont pas joué le Bayern, ils n'ont pas joué le Paris Saint-Germain. Normalement, ces 2 rencontres, et ils ont Bilbao pour finir, ces 2 rencontres qui devraient les faire décrocher du top 8. Des victoires contre des concurrents top 24, ça c'est clair, ce ne sera pas un match facile pour le Bayern. Mais ouais, je pense que le Bayern va régaler pas mal de monde et dégager une place au moins dans le top 10 pour l'instant. C'est assez notable, je trouve, que le Bayern est quasiment champion début décembre de Bundesliga, 49 buts pour, 9 contre, ils ont 8 points d'avance sur leur dauphin, ils n'ont toujours pas perdu en Allemagne, 12 victoires, 1 nul. Je trouve que c'est assez notable qu'ils soient quasi champions déjà, alors que Leipzig est excellent, genre vraiment Leipzig, qui a encore battu l'Eintracht 6-0 ce week-end, ils sont régal. Après mon petit appartement là, que j'ai acheté rue Yann Diomandé en octobre, comme vous le savez, on en parlait avec Stan, j'ai continué d'investir à Leipzig, l'Allemagne de l'Est, m'intéresse beaucoup et rue Hassan Ouedraogo j'ai pris un petit studio aussi qui devrait normalement vite monter en valeur même s'il est blessé en ce moment. J'aime bien mon portfolio immobilier à Leipzig, mais le Bayern
ils s'en foutent, 8 points de plus que nos amis de Leipzig. Et s'ils continuent à marquer des buts comme le premier contre Stuttgart ce week-end, double talonnade sur la passe d'Olysée et ensuite sur la finition talonnade, double petit pont je voulais dire, sur la passe d'Olysée et sur la finition talon de Leimer. Si Kane, wow, c'est magnifique, Kane toujours aussi chaud, il était sur le banc, Compagnie a bien fait tourner sur ce match, ça les a pas empêchés de battre Stuttgart à Stuttgart 5-0, notamment parce que Kane est entré à une demi-heure de la fin, et bam bam bam, il a planté un triplé, notamment cette frappe extérieure de surface au bout d'un rush. Incroyable. Il est à 28 buts en 22 matchs, toutes compétitions confondues avec le Bayern cette saison. Et le Bayern a aussi titularisé Jonas Urbig à la place de Manuel Neuer. C'est la question jeu peut-être qui m'intéresse sur ce Bayern en ce moment. D'ailleurs, j'ai pris connaissance du fait que Stuttgart avait une mascotte crocodile qui pensait que cette frappe allait finir au fond. C'est lui. Fritzl, je crois qu'il s'appelle. Urbig, top arrêt. Et Neuer en ce moment, un petit peu plus compliqué. Alors, Compagnie, comme j'ai dit, avait fait pas mal tourner. Il y avait Guerreiro en 10, il y avait Jackson titulaire, Kim à la place de Jonathan Tah. Donc, je ne m'attends pas à voir Urbig reconduit là contre le Sporting. Mais si Neuer continue sur la lancée sur laquelle il était, c'est notamment ce match à l'Emirates où c'était pas top. Qu'est-ce que ça va donner ? Est-ce que Jonas Urbig peut, à 22 ans, commencer à se faire sa place ou est-ce que c'est pour l'année prochaine ? Bon, les performances de Neuer un petit peu à surveiller. Il peut être un des maillons faibles qui empêche peut-être le Bayern d'aller aussi haut que ce qu'ils ambitionnent cette saison. Malgré tout, pour moi, le Bayern le fait largement contre le Sporting, encore plus à la maison. Ils sont très très forts. C'est nettement la deuxième meilleure équipe d'Europe, au moins top 3. Et niveau score, je crois que je suis parti simplement sur un 3-0 pour les Bavarois à 7,50. Mais voilà, simplement cette petite question Urbig et le Sporting qui peut-être vit ses derniers instants dans le top 10 et le top 8. Voilà pour Fritzl. Passons au match qui m'intéresse. Je sais pas, il y en a deux qui m'intéressent beaucoup demain soir. Union Saint-Gilloise Olympique de Marseille. Il est dans le top 2. Tous les deux sont à 6 points. Marseille 21e, l'Union Saint-Gilloise 25e. Marseille va jouer sur les matchs qui lui restent Liverpool et Bruges après ce match contre l'Union. L'Union va jouer le Bayern et l'Atalanta. C'est raisonnable de penser que Marseille comme l'Union prennent le même nombre de points sur les deux matchs d'après, potentiellement. Donc, ce choc-là, Union-Marseille, décisif pour voir qui termine devant l'autre. Opta Analyst sur leur Predicted Table, la table prédite, le tableau prédit, met Marseille finir 22e et l'Union 24e. Et Monaco 23e, on prend. Ça va être chaud jusqu'au bout dans cette partie-là. Et c'est un match critique, vital. En Champions, Marseille vient de battre Newcastle, mais l'Union est aussi allé chercher un très très gros résultat en Turquie contre Galatasaray. Ils sont champions de Belgique, ils sont toujours leaders en Belgique. Le nouveau coach David Hubert est arrivé après le départ de Bocconioli à Monaco. Ils ont beaucoup de taille sur coup de pied arrêté avec notre ami Burgess, 1m96, Ross Sykes, 1m96, Bromis David, 1m91. Ils ont la qualité technique de leur meneur de jeu El Hadj, qui est méga chaud et en projection qui aide aussi, qui a passé un petit pont délicieux sur Ismail Jacobs à Galatasaray. Et leur piston droit, Anan Khalaili, numéro 1 en tacle de toute la Champions et numéro 4 en interception. Il y a des déboulés, on dirait un sous Achraf Hakimi. Il est pas mal, cette union en 3-4-1-2, 3-4-2-1, a beaucoup de force de projection et force sur les flancs. Et pour Marseille, ma question en jeu, c'est est-ce qu'ils peuvent sortir de la Greenwood dépendance ? Ça va être vital. C'est leur meilleur buteur en Ligue 1. C'est le plus gros total de XA. C'est le plus gros total de dribbles réussis par 90 minutes. C'est de très très loin le plus gros total d'occasions créées. Offensivement, Marseille sans Greenwood, c'est compliqué. Et contre Lille, ce match où ils terminent à 6 tirs, 0.5 XG créé, en étant mené au score dès la 10e minute. Normalement, le game state devrait grave jouer pour eux. Et à part ce rush de Greenwood, qui n'a pas fait un bon match, mais la plus grosse occasion, elle vient quand même de lui. Ce rush dans le dernier quart d'heure, il n'y avait pas grand-chose. Et contre Newcastle, je me souviens, on avait beaucoup parlé de son match à 5 occasions créées, 4 tirs aussi, terminé avec 0.88 XG plus XA, alors que Paijao sur l'autre aile, 90 minutes, le match entier, 0.06 XG plus XA. Depuis son match contre l'Ajax, Paijao en Champions, c'est un peu léger. Obama,
offensif de bout de chaîne qui peut un petit peu fatiguer, même si incroyable contre Newcastle, c'est pas un mec qui va participer énormément à la construction. Marseille a besoin de plus de créativité et de mecs comme Greenwood qui génèrent juste plus de tirs, plus d'occasions. Le fait que Guiri soit out jusqu'en janvier, vraiment dommage. Je kiffe Robinho Vaz beaucoup, mais il a 28 minutes en Champions cette saison. Je ne pense pas que De Zerbi va partir sur lui. Est-ce que Bakola retrouve le 11 comme contre Newcastle, ou c'était pas mal? Contre Lille, ce 3-4-3 avec Pajao et Greenwood et Wea et Emerson aussi en piston. 4 ailiers quasiment. Vermeeren Kondogbia, le double pivot, 2 milieux reculés. Ça fait un gros trou à l'intérieur. Je ne sais pas si De Zerbi va rechoisir le 4-2-3-1 sur le papier, mais surtout, je veux dire, un 10, un animateur à l'intérieur, un peu de dernier tiers. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que c'est le grand moment aussi pour Pajao? Ça doit l'être, je pense. Et je vois quand même Marseille supérieur avec des joueurs individuellement que l'Union Saint-Gilloise juste a pas. Ils en ont critiquement besoin. Je vois quand même Marseille l'emporter à 2,25. Et en vrai, un peu comme contre l'Ajax, est-ce que c'est le moment, le réveil de Pajao? À 3,35, buteur. Greenwood à 2,45, clairement. Tout ce qui est Greenwood, donnez-moi tout le stock, toutes les actions Greenwood, j'achète. Je dirais peut-être un 2-1 pour Marseille. À 8, ça va être un match très très chaud, hyper intéressant, vital pour le top 24. Voilà pour Union OM. Barça-Eintracht, on enchaîne. Ma question, on va dire narrative, est-ce que le Barça peut encore finir top 8? Ils sont actuellement 18e avec 7 points. L'année dernière, le top 8 s'était joué à 16 points. Je ne suis pas un roi des maths, mais selon mes calculs, ça veut dire que le Barça doit gagner ses 3 derniers matchs. La bonne nouvelle, c'est que Francfort, Slavia, Copenhague, 3 matchs très gagnables. On a fait une vidéo la semaine dernière. Le moment où tout bascule, le Barça est-il de retour? Ouais, je pense. Retour de Rafinha, retour de Pedri, ça aide bien. Mais ouais, c'est beaucoup mieux. Au Benito Villamarin ce week-end, 3-5, un score très Barça de flic. Mais j'ai vu beaucoup de bonnes choses. Alors, ça avait mal commencé quand Koundé, avec un retour très moyen, très lent, couvre Anthony qui ouvre le score 1-0 au bout de 6 minutes. Ça, c'est pas ouf. Il s'est rattrapé, Jules, dans la foulée en étant, cette fois, dans le bon sens, du bon côté de la ligne du hors-jeu, offensivement pour délivrer un centre pour Ferran Torres. Très intéressant dans ce match contre le Betis, parce qu'on avait parlé dans le Barça est-il de retour, avec la blessure d'Olmo malheureusement, aussi Fermin touché contre Bilbao, est-ce que c'était à l'épaule? Qui allait être 10? Dro? Est-ce que Frenkie revient à temps? Tu me remontes un petit peu plus? Qu'est-ce que ça allait être? Flick a choisi de titulariser contre le Betis Lamine Yamal et Rooney Bargi, les deux ensemble. Je pense première fois de la saison que ça arrive, et première fois que Lamine a été utilisé dans un rôle de 10. 8 haut/10, demi-espace clairement positionnellement ici. Flick en a parlé, j'en ai discuté avec Lamine avant le match, on s'est mis d'accord, il avait déjà tenu ce rôle-là en jeune, ça allait être notre 10 ce soir. Et alors, honnêtement, c'était pas mal du tout, que ce soit sur les sorties comme ça pour mettre du liant, résister à la pression, c'est pas mal d'avoir Lamine une ligne plus bas et un demi-espace plus axial. Ici, il fait avertir son vis-à-vis et le Barça est sorti. Les retours défensifs de Lamine ont valu un tonnerre d'applaudissements de tout le monde, de Flick. Ici, plein axe, 18e, la première ligne du Barça est percée. Il revient sur Canales, gagne ce ballon. Que ce soit ici, là ou sur le banc, tout le monde a beaucoup aimé ça. Et on a dit, les chiffres défensifs de Lamine, ils sont pas mal. Première moitié des offensifs, je pense, en interception. Premier tiers en tacle, quelque chose comme ça. Les chiffres sont bons. Et là, plein axe, il a fait les retours qu'il fallait. Il a fait un très bon match. Il a combiné à l'intérieur avec Pedri. C'est toujours bien quand à Lamine Pedri. C'était intéressant de le voir dans ce registre-là. Les deux très axiaux. Pedri qui peut aller chercher autre côté. La bonne chose avec Lamine 10, c'est le fait qu'il puisse zoner sur toute la largeur. Aller chercher aussi des ballons de liaison côté gauche. Pas ancrés uniquement sur l'aile droite, ça fait vraiment partie des bénéfices supplémentaires. Et quand tu peux avoir du jeu triangulaire comme ça, Lamine Pedri en une touche magnifique à la passe pour Rashford, ça c'est pas mal. Il peut être aussi à l'initiative des actions pour lancer Rooney Bargi et la liaison avec Bargi, l'entente avec Bargi, très intéressant. Il se retrouve quelques minutes plus tard ici. Et là justement, Lamine
plus extérieur que Rooney. J'ai vu aussi sur ce match, même si c'était Lamine en 10 théorique, par exemple sur les incursions intérieures de Bargy, Lamine qui prenait plus le côté, qui se retrouvait dans sa position classique. Et Rooney là, encore une fois, ça c'est le but du 1 partout, la liaison avec Lamine, il est dans le demi-espace, il donne une touche pour Koundé. Ça marchait très très bien. Et c'est clairement un des bénéfices majeurs de cette titularisation de Lamine en 10, de ce nouveau rôle, en tout cas ce rôle utilisé sur ce match-là, le fait de pouvoir l'associer à Rooney Bargy, quelque chose qu'on a très peu vu. J'ai vu aussi, forcément avec sa force gravitationnelle, le fait qu'il concentre l'attention défensive adverse, et juste sur des petits mouvements, déplacements comme ça, appel sacrifice entre guillemets, il ouvrait des passes à l'intérieur, entre les lignes, quand c'est Pedri qui distribue. Pour Bargy ici, magnifique, et qui finit pied droit en plus. Il est pas mal Rooney, il est balèze, il a fait un top match. Et c'était sympa, cette association, c'était sympa. Je ne sais pas si on le reverra là contre l'Eintracht, parce que Fermin Lopez est revenu dans les 20 dernières minutes et peut-être pourrait tenir son rôle en tant que titulaire, en tant que 10. Mais c'était très très intéressant. Le Barça, pour moi, oui, est de retour. Frenkie de Jong était de retour aussi. Il a donné ce petit ballon par-dessus pour Rashford. Et même si ce match, qu'il gagnait 5-1, qu'il gagne 5-3 à la fin en concédant quelques buts, pour moi, ils n'ont jamais été vraiment inquiétés. Rashford peut mettre le 6-2 ici. À 5 minutes, il a un face-à-face. Pour moi, ils sont de retour et ils vont affronter surtout la 94e défense des 5 championnats majeurs. 29 buts encaissés par l'Eintracht en Bouli, qui a pris un 3-0 à la maison contre l'Atalanta l'autre jour. 6-0, comme on a dit, contre Leipzig ce week-end. Ils prennent des buts. Le Barça en marque beaucoup. Ça pourrait être une boucherie. Et je vois le Barça l'emporter. Et je vais dire, sur les scores, je pense que c'est assez notable que le 1-0, si je dis pas de bêtises, est coté pareil ou quasiment pareil que le 4-0. Le 4-0 est à... Non, 4-0 est beaucoup plus bas. 4-0 est à 8,50. Le 1-0 est à 12. Moi, je suis pas loin de 4-0. Peut-être le Barça encaisse toujours aussi des buts. Peut-être plutôt 4-1, un truc comme ça. Mais... ou 5-1. 5-1, c'est un score très Champions et très Eintracht sur ce début de saison. Peut-être 5-1 pour le Barça, qui, à mon avis, devrait plier Francfort sans trop de problèmes. Dans ce match, 18 contre 28. Et le Barça qui revient dans la conversation top 8, c'est clairement mon prono. Ils doivent le faire, en vrai, ils doivent le faire. Mathématiquement, sans doute qu'ils doivent gagner pour y être. Inter-Liverpool, ça c'est demain soir. Peut-être je serai là-dessus en direct, soit ça, soit Marseille. Il faut encore que je décide. Mais demain, 21h, tout simplement, la tête de Slot peut tomber. Si vous avez vu ce qui s'est passé ce week-end, déclaration en zone mixte de Mo Salah, on dirait que quelqu'un ne me veut plus dans ce club. Depuis la victoire contre le Real, Liverpool a enchaîné 3 défaites d'affilée par 3 buts d'écart contre City, contre Forest, contre le PSV Eindhoven. Et ensuite, certes, une victoire à Londres contre West Ham, mais qui tape pas West Ham. Et surtout, 2 matchs nuls très décevants contre 2 promus, contre Sunderland, contre Leeds. Salah sur le banc pour la 3e fois d'affilée et n'est pas entré du match contre Leeds, a sorti cette interview explosive en zone mixte. Ça a fait un tollé derrière, comme vous pouvez l'imaginer. Ce matin, il y a des lives sur Sky News, Liverpool en train de s'entraîner, après que Mo Salah ait déclaré que Liverpool m'a jeté sous les roues du bus, m'a livré en pâture. Ça va commencer à sortir les caméras H24 sur lui. La 3e fois, ça c'est l'interview donc. 3e fois sur le banc pour la première fois de ma carrière d'affilée. Je suis très très déçu, j'ai fait tant pour ce club, maintenant je suis sur le banc, je ne sais pas pourquoi. On dirait que le club m'a jeté sous le bus, a fait de moi en gros le mouton noir, le scapegoat. C'est comme ça que je me sens, c'est clair que quelqu'un veut que je récolte tous les blâmes, qu'on pense que c'est de ma faute. On m'a fait beaucoup de promesses cet été, et là ça fait 3 matchs d'affilée sur le banc, donc les promesses n'ont pas été gardées. J'ai dit plein de fois que j'avais une bonne relation avec le coach, et d'un coup, on n'a plus de relation. Je sais pas pourquoi, mais il me semble que quelqu'un ne me veut plus au club. C'est pas acceptable pour moi, je sais pas pourquoi ça m'arrive. Le respect, je le veux. Je n'ai pas à me battre tous les jours pour ma place, parce que je l'ai mérité. Les gens diront « Ah, mais t'es pas plus grand que le club ». Je suis plus grand que personne, mais j'ai mérité ma position, j'ai mérité mon statut, c'est le football, c'est comme ça. L'année dernière, en avril, il avait dit, apparemment à Arne Slot, « Tant que tu me reposes défensivement, je te donnerai offensivement ». Ouais, il lui a donné offensivement, il a fait la meilleure saison
de l'histoire d'un offensif, 29 buts plus 18 passes D. Mais aujourd'hui, le rendement offensif, il n'est pas là. The Athletic, quelques tableaux. 0,25 XG par 90 minutes pour Mo Salah cette saison, c'est un déclin énorme par rapport au 0,49 ou 0,58 des 2 saisons précédentes. Les zones dans lesquelles il touche ses ballons, c'est assez visible. L'année dernière, 20% dans cette partie-là de la surface de réparation. Cette année, c'est plus que 14. Cette zone-là est passée de 21 à 27 parce qu'il tente beaucoup moins de dribbles, parce qu'il y a beaucoup moins de percussions. Il décroche un petit peu plus bas, 4% dans cette zone par rapport à 2% l'année dernière. Décroche un peu plus bas et moins bien servi. Peut-être la perte d'Alexander-Arnold, peut-être un peu moins de vivacité, peut-être le temps qui commence à jouer. Moi, je dois dire que je ne suis évidemment pas du tout d'accord avec ça, cette question de statut. Bon, Mo Salah en ce moment, il n'est pas bon. Et quand t'es pas bon, peu importe qui t'es, il faut trouver des solutions. Il n'est pas bon, Liverpool ne gagne pas, ça ne veut pas dire que tout est de sa faute, clairement pas. Mais Liverpool doit trouver des solutions. Et c'est très très chaud du côté de nos amis Reds. Salah est à l'envers, Liverpool est à l'envers, et ils jouent l'Inter. Donc moi je vois Liverpool en ce moment passer 2, ils étaient peut-être Defcon 4, peut-être même Defcon 3. Ils passent clairement à Defcon 2, c'est la dernière étape avant la guerre nucléaire. Et si vous kiffez un peu ces images-là, est-ce qu'il y en a qui reconnaissent? Très bon film qui est sorti sur Netflix il y a quelques mois. House of Dynamite de Catherine Bigelow, que je recommande très chaudement, qui n'a pas plu à tout le monde, apparemment. Il est top, mais Liverpool est mal. Liverpool est très mal, et notamment parce qu'il joue l'Inter. Et l'Inter est fort. L'Inter vient de faire un 4-0, vient de battre 4-0 comme après 5-1 contre Venise, 2-0 contre Pise. Et j'ai vu ce match contre l'Atleti dans l'avion. Honnêtement, l'Inter, c'était du 50-50. C'est pas une défaite flagrante. Ils sont 4e de Champions avec 12 points sur 15 possibles. Ils seront à la maison. Mo Salah pourrait ne pas voyager avec l'effectif. C'est ce que dit Fabrizio Romano ce matin. Il pourrait que Liverpool fasse sans Salah, et notamment contre Brighton aussi, ce qui sont les 2 derniers matchs avant la Coupe d'Afrique des Nations. Et Salah a ouvert la porte dans son interview à un départ en janvier. Donc c'est très très chaud là-bas. Est-ce que... Mais il faut que tout le monde se ressaisisse, c'est pas juste Mo Salah, c'est Konaté qui est catastrophique en ce moment aussi. Tout le monde est à l'envers. L'Inter est quand même capable de mettre un niveau d'intensité Première Ligue qui gênerait l'Inter, que j'ai vu quand même, notamment contre l'Atleti, bien décliner sur la dernière demi-heure du match, et ça fait partie de leurs points faibles. S'ils se mettent pas à l'abri vite comme ils le font en Serie A, dans la première heure, ils peuvent souffrir un petit peu sur la fin, même s'ils ont commencé à rajeunir leur effectif. On voit des jambes un petit peu lourdes, de mecs qui font des top saisons et qui sont des top joueurs, mais Lautaro Martinez dans la dernière demi-heure, c'est un peu moins ça. Bien sûr, Mkhitaryan, Çalhanoğlu aussi. Donc, Liverpool peut poser des problèmes, bien sûr, à l'Inter, mais en vrai, aujourd'hui, je pars sur l'Inter. L'Inter à 2-0-5, c'est pas mal, ce sera serré et ce sera un bon match, je pense. J'irai sur 3-2 pour les Nerazzurri. Enfin, 5 contre 9, Real City, le classico européen. Et c'est pas seulement classico européen parce que le City de Guardiola est une forme de dérive du Grand Barça, mais c'est parce que c'est pas loin d'être le plus gros match de Champions depuis 5 ans. Ils se sont joués depuis quasiment toutes les années, 2019-2020 en huitième de finale, 2021-2022 en demi, 2022-2023 en demi, 2023-2024 en quart, 2024-2025, l'année dernière en play-in, en 16e. C'est toujours très fort entre les deux. Et là, ma question entre ce Real City, c'est que c'est... est-ce que j'ai raison? C'est presque devenu personnel cette histoire, parce que depuis le début de saison, je pense que je suis plus bas que quasiment tout le monde sur le Real, et je suis plus haut que quasiment tout le monde sur City. C'est 2 équipes que j'ai beaucoup regardées. Je pense que les deux, j'ai vu 2 tiers de leur match chacun. L'autre jour dans l'avion, je regardais à l'aller un match du Real, au retour un match de City. Le Real, c'était le 0-0 contre Oviedo, si je dis pas de bêtises. City est le 3-2 contre Leeds. Pour moi, City est large meilleur. Et genre d'assez loin. Si on est effrayé par les défaites contre Newcastle et Leverkusen sur les derniers jours, Newcastle, j'ai vu le match en entier aussi. Honnêtement, pour moi, ils étaient meilleurs et la pièce est mal tombée. Il y a des défaites qui sont inquiétantes, il y en a, non, pas forcément. Il n'y a jamais de défaite rassurante, mais ça, c'est peut-être ce qui s'en approche le plus. Cette défaite, je la trouve totalement non alarmante. Et contre Leverkusen, la défaite de 0, c'est pas cool.
mais Guardiola avait littéralement changé tout l'effectif. 11 changements, 10 ou 11 changements. Il avait fait jouer totalement l'équipe B. Un choix potentiellement discutable, mais du coup qui donne moins d'indications sur à quel point ça reflète le niveau actuel de Manchester City. Le niveau actuel de Manchester City, pour moi, c'est très très fort. Je trouve que Doku joue à un niveau top 10 mondial. Méga fort. Cherki, magique contre Sunderland, cette passe décisive, coup du foulard. Ils ont beaucoup de créativité entre les lignes. Ils ont commencé à marquer des buts sur coup de pied arrêté, vous vous souvenez? Ou si vous avez écouté, il y a 2 semaines, 3 semaines peut-être, on faisait un podcast 10 clubs, 10 questions, et on disait pour City, quand est-ce qu'ils vont marquer des buts sur coup de pied arrêté? C'était la seule équipe de Premier League à pas avoir marqué de buts sur coup de pied arrêté, en ayant pourtant recruté un coach des coups de pied arrêtés, James French, cet été. Leur problème, c'est qu'avec Phil Foden, le seul tireur, il ne pouvait pas tirer les corners qui étaient de l'autre côté rentrant, comme ça la stratégie dominante, la méta en Premier League, c'était à peu près kiff-kiff, 50-50. Ils ont fait tirer Reinders l'autre jour, l'autre côté, c'était pas mal, ça a donné un but. La Foden, ce centre, ce corner pour Gvardiol, et bah ce week-end, c'était le 4e but sur coup de pied arrêté en 4 matchs pour City, qui est passé de 0 à 4 en 4 rencontres. Donc si en plus ils ajoutent ça, ils vont être encore plus forts. Et donc avec cette victoire contre Sunderland, ils sont revenus à 2 petits points d'Arsenal. On a notre bataille pour le titre. Et J33 à l'Etihad, ce City Arsenal, il va valoir très très cher. Donc moi j'aime beaucoup City, je les trouve très forts en ce moment. En face, le Real Madrid m'inquiète. Battu 2-0 contre le Celta à la maison, catastrophique la performance. Et quand je les vois se faire triturer à l'intérieur comme ça, totalement manipulés. Les 2 buts, honnêtement, c'est un peu humiliant les buts qu'ils concèdent. Pour moi, l'épée médiévale de Pep Guardiola va rencontrer le beurre chaud de Xabi Alonso et ça peut tourner très très mal. J'ai pas envie de trop m'avancer, personne ne voit l'avenir, on voit pas le futur, mais ce City que je trouve très bon avec ballon, qui a parfois encore des petits soucis à la relance, qui est pas parfait défensivement, mais ils sont tellement plus avancés sur leur projet de jeu et ils ont une qualité dans le dernier tiers qui est folle, avec en plus Foden, avec en plus Haaland. Je pense qu'ils peuvent faire très mal à un Real Madrid qui est en train de craquer émotionnellement, 2 cartons rouges contre le Celta, Xabi Alonso fou contre Fran Garcia, Fran qui prend un rouge en 1 minute, 2 jaunes en 1 minute et plombe le match du Real. Derrière, alors l'arbitre a été un peu cow-boy, hein, clairement, surtout sur le 2e rouge, mais là en vrai il peut en sortir un haussier à Rodrigo. Ils ont dégénéré, il a eu la biscotte facile, mais le Real disjoncte depuis un moment, c'est pas la première fois. Je vois City au-dessus et je peux me tromper, mais ouais, j'ai mis un gros billet sur City ce matin. J'étais un petit peu dans la même optique qu'avant le match contre Liverpool, où je ne l'avais pas fait, et je m'en étais mordu les doigts pendant 48 heures derrière. Cette fois, je l'ai fait. Je vois City au-dessus. Je ne recommande pas du tout de miser autant. Il ne faut pas le faire, mais moi, je le fais. Et certes, c'est la Champions, certes, c'est le Real au Bernabeu, il faut toujours s'en méfier. Mon feeling, c'est que City est nettement au-dessus. Et alors, quand on regarde, donc ils sont à 2,45. Manchester City, je trouve ça hyper attractif au Bernabeu. Enfin, c'est pas le fait qu'il soit au Bernabeu qui est attractif, mais 2,45 pour City en ce moment, je trouve ça attractif. Et sur les scores, je trouve ça assez notable qu'il y ait plus de gens qui misent sur le 0-3 que sur le 1-0 pour le Real. Et c'est totalement mon feeling aussi. Honnêtement, alors, c'est le Real, c'est la Champions au Bernabeu, tout ça, mais honnêtement, je pense que ça peut être une petite gifle. Et allez, je vais le tenter, ouais. Je pense que je vais aller sur 0-3. 3-0 pour le City. De l'épée médiévale au Bernabeu. On verra si j'ai dit n'importe quoi ou si mon feeling depuis le début de saison sur City est bon. Ça va être un gros rendez-vous mercredi soir. Et voilà, ça conclut un petit peu cette preview. Donc on a dit le Bayern qui a 1,20, le Barça à 1,14, Marseille à Bruxelles à 2,25, l'Inter à 2,05 et où est-ce qu'ils sont? City à 2,45. Le PSG joue Bilbao à Bilbao. Ça nous fait une cote totale à 15,59. Voilà pour ma preview de la semaine. Qu'est-ce que vous en pensez les gars? Comment est-ce que vous sentez ces matchs? Dites-moi tout ça en commentaire. Et nous on se retrouve pour les débriefer. Prenez soin de vous et à très vite.